Chaque jour, des femmes et des hommes se battent pour ouvrir les portes de la santé. Et c'est l'amour qui s'éveille. Pourtant, il existe encore des inégalités dans l'accès aux soins. Le groupe mutualiste Vive agit à leur côté pour le droit à la santé. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Bonjour à toutes et à tous. Rééducation et réadaptation, deux noms différents, souvent confondus, avec pourtant des significations différentes. Ces deux concepts sont étroitement liés et se chevauchent souvent dans la pratique. La rééducation est un ensemble de mesures thérapeutiques ayant pour but de permettre à une personne ayant perdu toute partie de ses capacités fonctionnelles, suite à une maladie, une blessure ou une intervention chirurgicale, de retrouver le meilleur niveau possible d'autonomie et de qualité de vie. La réadaptation est un processus plus global qui vise non seulement à restaurer les capacités physiques ou mentales d'une personne, mais aussi à l'aider à s'adapter à son environnement et à la société malgré ses incapacités. Alors pour illustrer cette part nouvelle et importante de la médecine moderne, un invité, le professeur François Ranoux, chef du service de médecine physique et réadaptation à l'hôpital Cochin à Paris. Et puis nous aurons aussi des interventions de Virginie Fémery. Elle dirige une société d'accompagnement à des fins d'éducation de la santé et de réadaptation. Elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, aussi nous avons enregistré ces interventions. François Ranoux, bonjour. Bonjour. Alors dans de nombreux contextes, en particulier dans le langage courant, ces deux termes peuvent être utilisés de manière interchangeable, bien qu'ils aient des nuances différentes. Alors expliquez-nous. On a historiquement un modèle, le modèle de la médecine aujourd'hui moderne, c'est ce qu'on appelle le modèle de Wood. On a la lésion, après on a la fonction, ensuite on va avoir les correcteurs de fonction, et ensuite on a le handicap, la qualité de vie. Il y a une espèce de continuum. Okay, et la médecine d'organes s'occupe de la première partie. La médecine physique et de réadaptation va s'occuper de tout. Ah oui. Dans la première partie, c'est très médical. Dans l'autre, c'est très rééducative. Et donc, on a tendance à utiliser un peu les mots comme ça. Alors, rééducation, réadaptation. La rééducation est quelque chose de très proche. C'est ce qu'il y a de plus proche de la maladie. Oui, oui. La réadaptation, c'est ce qu'il y a de plus proche du retour à la vie normale. Fin de la maladie, oui. Okay, d'ailleurs, il y a des gens aujourd'hui qui n'utilisent plus le terme rééducation, réadaptation, ils disent réadaptation précoce et réadaptation tardive. Ouais. Et dernière chose qui est fondamentale, c'est on n'utilise pas le terme réhabilitation. On va y venir, ça. C'est un anglicisme méchant. Et quand on entend ça, quand j'entends ça, mais pas que moi, je sais que mon interlocuteur ne sait pas ce dont il parle. Bon, je voulais pas vous fâcher tout de suite, non, y aller un petit peu plus tard. Mais vous faites tout, là. Rééducation, ouais. Réadaptation. Et puis on fait l'organe aussi. Oui, effectivement, parce que vous êtes rhumatologue. Exactement. Vous utilisiez essentiellement des kinés, mais pas que ? Pas que. Il y a 7 ou 8 professions dans la rééducation. Vous allez avoir les orthophonistes, vous allez avoir les ergothérapeutes, vous allez avoir les appareilleurs, vous allez avoir les podologues. Alors là, faut pas que j'en oublie. Hein. Vous allez avoir... alors, il y a d'autres professions qu'on peut quasiment considérer comme des rééducateurs, parce qu'ils travaillent dans les groupes, dans les équipes. Il y a neuropsychologue, il y a diététicienne, des gens comme ça. Et vous avez oublié quelque chose. Oui. Et l'assistante sociale. Il y a l'assistante sociale, il y a les enseignants en activité physique adaptée. Ce que je viens de dire, c'est l'équipe de rééducation. Ouais. Mais après, d'un point de vue de la loi, il y a des décrets qui disent lui il est rééducateur, lui il ne l'est pas. Alors le coach, vous le mettez où, vous ? Alors, moi, pour nous, en tout cas, nous, dans notre pratique, c'est l'enseignant en activité physique adaptée. C'est ça, on appelle un coach aujourd'hui. Voilà, alors ils peuvent être coachs. C'est des kinés au départ, non ? Alors, il y a des kinés les kinés peuvent faire de l'activité physique adaptée, ça c'est une première chose. Les kinés peuvent avoir fait d'abord des études de STAPS, c'est-à-dire celles qui vous font devenir coach sportif et après kiné. Et sinon, vous avez des coachs qui ne sont sportifs, qui
qui ne sont pas kinés et qui sont uniquement enseignants en activité physique adaptée. Par exemple, on va partir d'une fracture de jambe, la rééducation, c'est le kinésithérapeute. Oui, et ça se passe... Après, s'il y a des cannes, s'il y a l'ergothérapeute aussi. Il faut retrouver la mobilité, la force, c'est complet quand même comme rééducation. Oui, c'est très analytique. Alors, et la réadaptation, dans le cas de la fracture de la jambe, vous rajoutez quoi pour que ça mérite le terme de réadaptation terminale? La réadaptation, par exemple, il s'est fait une fracture, il s'est fait une lésion nerveuse qui fait qu'il ne peut plus appuyer sur les pédales, même si la fracture est réparée, et ben, il va falloir le réadapter avec une conduite spéciale, une voiture spéciale pour qu'il puisse refaire son travail. Vous dites que vous, le but ultime, c'est d'améliorer la qualité de vie du patient et de l'aider à atteindre le plus haut niveau d'indépendance. Oui. C'est quoi la limite? Enfin, vous arrêtez quand? La limite, en fait, c'est une très bonne question. Il y a d'abord la limite de la lésion. C'est qu'à un moment, le médecin d'organes va dire « je suis au maximum de ce que je peux faire », ou le chirurgien. OK ? Donc après, on va avoir des outils qui sont soit des outils humains, soit des outils qui sont des orthèses, par exemple. Et là, on va aller au bout du bout. Combien de temps ? Ça peut durer des mois et des mois, jusqu'à temps que les choses se stabilisent en plateau. Et quand on est en plateau, au bout de plusieurs mois, on considère qu'on est au maximum, en sachant que quand on est plutôt dans des lésions neurologiques, on sait que 6 mois, 1 an, c'est le maximum. On ne va pas récupérer après. Est-ce qu'en règle générale, on peut dire que la rééducation peut être assez courte et la réadaptation beaucoup plus longue? Non. Ça ne se joue pas comme ça? Non, c'est pas ça. La réadaptation se fait après. Oui, après, mais la durée de rééducation est moins longue que la durée de réadaptation. Ah, c'est pas sûr, parce que la réadaptation parfois peut être simple. Aménager chez vous, je sais pas, votre baignoire et l'aménager en douche parce que vous avez un certain âge, etc. C'est un truc assez simple à faire et assez rapide. Bon, bref, quand on rentre dans votre service, on est cassé et quand on sort, on est armé pour les défis physiques de la vie. C'est ce qu'on aimerait, mais en fait, c'est pas aussi. C'est ce que je leur dis d'ailleurs souvent aux patients. Je leur dis c'est pas aussi spectaculaire, et je leur dis souvent d'ailleurs si on vous promet des choses spectaculaires, partez en courant, c'est qu'on n'est pas loin du charlatanisme. Alors, on va vous fâcher, parce qu'effectivement, à ce moment de l'émission, je voulais vous parler de réhabilitation, parce que les Anglais ne parlent que de réhabilitation. Oui, et ils ont raison, parce que c'est leur terme. C'est leur terme. Alors nous, mais qui c'est qui a mis ce terme de réhabilitation partout moi, je voulais que je vous explique. En fait, ce terme a été pris en main, entre guillemets, par des gens qui n'étaient absolument pas des professionnels de la rééducation et de la réadaptation, qui en général étaient des spécialistes d'organes et qui lisaient de la littérature anglo-saxonne que quand on avait eu un infarctus ou qu'on avait un problème neurologique ou un problème métabolique, de faire du sport, faire de la réhabilitation par le sport était quelque chose de bien. Sauf que c'était écrit en anglais. C'est tout. C'est tout. Traduction faux amis. Voilà. Faux amis. La réhabilitation en français, il n'y en a qu'une, c'est la réhabilitation par la justice. C'est quand on est faussement accusé. Bon, ça a été validé par l'Académie française. Exactement. Alors, vous restaurez les capacités fonctionnelles. Est-ce que vous avez un rôle dans la prévention des complications secondaires dans vos pathologies? Alors, vous parlez de prévention des complications ou des effets secondaires. Par exemple, quelqu'un qui, chez vous, sort parce qu'il a été rééduqué pour un mal au dos, votre intervention fait qu'il aura moins de complications que... Voilà, c'est ça. Ah bah oui, parce que... Une bonne réadaptation est une garantie pour avoir moins de... Oui, parce qu'il y a toute une partie éducationnelle. Il y a de l'éducation thérapeutique. Est-ce qu'une rééducation efficace, ça peut réduire le temps d'hospitalisation? Bah oui, la RAC. Regardez, la rééducation. Alors, on avait fait une émission sur ce sujet. Exactement, la rééducation accélérée après chirurgie. Plus on leur fait de la rééducation intensive pendant quelques jours, ils rentrent chez eux, tout va bien. Ils font moins d'embolie pulmonaire, ils ont une cicatrice qui est plus propre, ils ont moins de problèmes psychiques ensuite, leur fonction est meilleure, etc. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a oublié une profession qui me vient à l'idée? On n'a pas parlé de psychothérapeute et de l'aspect psychique. J'ai pas dit psychologue et neuropsychologue? Peut-être, oui. Mais parce qu'ils ne sont pas rééducateurs. Ouais.
c'est pour ça. D'accord. Mais moi, dans mon service, j'ai une psychologue à temps plein. Hein. Ouais. Et vous avez des actions pour le retour à domicile, c'est-à-dire vous assistez vos secrétaires. Alors, on a plusieurs possibilités. Ça, c'est le domaine de l'ergothérapeute. L'ergothérapeute, en 2 mots, je peux expliquer ce que c'est. On est là pour parce ça. que c'est pas un kiné. L'ergothérapeute, il a 2 grandes... J'essaye de résumer, hein, mais il a 2 grandes fonctions. La première, c'est d'appréhender l'écologie dans laquelle vit le patient. C'est par exemple d'aller visiter son appartement. C'est lui qui va dire il faut transformer la baignoire en douche. C'est lui, exactement. C'est lui qui va adapter l'environnement au patient. Il y a des budgets pour ça, c'est-à-dire comment on fait On envoie, moi, de mon service, une ergothérapeute on fait des visites de domicile. Vous avez un vrai rôle sociétal, alors. Ah oui, c'est exactement. Le problème des ergothérapeute, c'est que vous n'en avez qu'à l'hôpital. Ah oui. Il n'y en a quasiment pas en ville. Parce qu'il y a un deuxième pan de l'ergothérapie qui est, on va dire, la rééducation du membre supérieur et en fait du contact de la main, vous voyez, souvent je dis le kiné il est plus là pour les jambes et pour qu'on puisse partir en courant pour pas se faire manger par la grosse bête. L'ergothérapeute, il est là pour la vie de relation, donc c'est la main, le regard. Donc vous avez plein de gens qui travaillent pour vous, c'est vous l'ensemblier ? Vous êtes l'ensemblier, vous ? Oui. Exactement. Il y en faut un. Et jamais le médecin généraliste? Ah non. Non. Il est en bout de chaîne, lui. Vous l'informez quand même un peu? Bien sûr, parce qu'il va prendre notre relais. Ouais. En ville, il va prendre notre relais. Mais quand vous êtes l'ensemblier, vous avez vous et vos adjoints, vous suivez des dossiers de façon très précise? Ah bah oui. Et puis c'est par définition des maladies chroniques, c'est des patients qu'on va suivre souvent toute leur vie. Alors votre service est spécialisé dans les pathologies rhumatologiques, essentiellement des pathologies dégénératives, arthrose, rachide. Oui. Mais toutes ces techniques dont vous avez parlé ne concernent pas que ces spécialités. Je vous propose d'écouter Virginie Femery, directrice de Vivoptime, un dispositif d'accompagnement liant l'humain et le digital dans toutes les spécialités. Elle était dans ce studio hier. On l'écoute. Virginie, bonjour. Bonjour Jean-François. Votre champ d'action n'est pas que la rééducation motrice. La rééducation des accidents vasculaires doit aussi être très fréquente. Oui, au-delà de la rééducation, nous concevons surtout des programmes d'accompagnement santé à des fins de réadaptation et même plus largement d'éducation à la santé ou d'éducation thérapeutique du patient. Et en ce sens, on touche un ensemble de déterminants de santé. Ça peut être la nutrition, ça peut être les activités physiques adaptées, ça peut être la gestion du stress ou du sommeil, par exemple. Un spectre très large. Très large. Alors, rééducation, réhabilitation, comme ils disent les Américains, réadaptation cardiaque, c'est d'ailleurs dans ce domaine que la démonstration a été faite au début de la technique. Au début de l'ère de la santé numérique, effectivement, on avait conçu un programme de réadaptation cardiovasculaire, de prévention des risques et des maladies cardiovasculaires, s'appuyant sur les nouvelles technologies et dans une approche originale combinée avec du soutien humain, avec des professionnels de santé, mais qui n'intervenaient qu'en distanciel, téléphoniquement ou par la visio. Et on a montré l'efficacité de ces nouvelles approches, notamment par la démonstration de gains santé. C'est surtout des infarctus du myocarde? On avait, oui, les maladies coronariennes, infarctus du myocarde, pontage coronarien notamment. Alors, réadaptation, rééducation pulmonaire, quelle pathologie principalement? Alors, on couvre tout le champ des affections de longue durée, notamment grâce à notre accompagnement en activité physique adaptée, qui n'a pas de contre-indication à nos programmes. Essentiellement, nous avons du neurovasculaire, donc la prise en charge de patients avec des accidents cardiovasculaires, coronariens, les maladies métaboliques, diabète de type 2 typiquement, et puis de plus en plus tout ce qui touche à la santé mentale ou les troubles psychiatriques, la dépression par exemple. Oui. Je parlais de la rééducation pulmonaire parce que, est-ce qu'il y a une limite d'âge dans vos interventions? Non, la limite, elle est technologique, c'est-à-dire il faut être outillé pour pouvoir bénéficier de nos dispositifs, notamment une connexion 4G, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Mais nous accompagnons des patients qui ont plus de 80 ans aujourd'hui. Alors, ma limite d'âge n'était pas dans ce sens-là. Est-ce que vous avez des très jeunes? Alors, on démarre toujours à 18 ans. Pourquoi? Puisque comme il y a un gros volet numérique, il faut le consentement libre et éclairé, et donc il faut être majeur pour pouvoir le donner. Donc c'est de 18 ans à
presque pas de limite d'âge supérieure. Vous n'avez pas parlé de la rééducation périnéale, qui est pourtant un secteur très important de la rééducation. Oui, mais dont le numérique et la santé numérique, c'est pas encore bien saisi. Oui. On commence à avoir des actions autour de la santé de la femme, mais pas précisément de la rééducation périnéale. Alors, ça concerne, vous l'avez dit, la nutrition. Vous avez des nutritionnistes Alors, comme je vous le disais, Jean-François, on combine à la fois une approche digitale, donc un coaching digital familièrement nommé, et on complète avec un plateau dans lequel se trouvent des professionnels de santé, salariés de Vivoptime Solutions, et parmi lesquels, effectivement, on a des diététiciennes nutritionnistes, mais pas que, des infirmières, des enseignants en activité physique adaptée, une sophrologue, tabacologue. Et en fait, on travaille toujours auprès des patients ou de nos bénéficiaires en approche pluridisciplinaire. Vous avez des assistantes sociales aussi? J'ai des secrétaires médicales, mais pas d'assistance sociale. Là, on oriente vers des dispositifs spécifiques. Avec autant de pathologies et de spécialités, vous devez avoir un réseau extrêmement important de spécialistes. Et vous recrutez qui? Alors, on a un réseau de plus en plus large et étendu. On travaille avec de nombreux experts par discipline médicale et également des paramédicaux, des pharmaciens qu'on met à contribution de deux façons pour produire des contenus, notamment pour notre outil de coaching digital ou pour nos consultations en ligne. Recruter comment? Eh bien, on leur présente nos dispositifs. On est appuyé par notre comité scientifique et les médecins qui composent ce comité, qui ont eux-mêmes un réseau de confrères que nous allons solliciter, présenter nos actions. Et puis, mais ils font ça à temps partiel ou à temps complet? Alors non, ils travaillent sous forfait à la journée, sur un mois, sur du ponctuel. Donc tous les professionnels de santé qui sont en train de nous regarder peuvent essayer de vous contacter? Ils peuvent, et ils seront les bienvenus et bien accueillis. Merci Virginie, on vous retrouve un peu plus tard. François Ranoux, vous me disiez en écoutant Virginie Fiemmery, d'ailleurs vous étiez d'accord avec ce qu'elle disait, qu'il y a une action évidente vers la gériatrie. Oui, il y a la gériatrie, je crois qu'il ne faut pas oublier, on l'oublie un peu tous. Ouais. Finalement, c'est parce que aussi on le fait sans a priori, on ne se dit pas comme il est vieux, machin, donc on se dit, bon, il est cardiaque, il a 85 ans, donc c'est un problème cardiaque. Mais en fait, c'est plus que ça. Et c'est sûr que ce genre de mécanisme-là, ça me paraît... c'est très bien présenté et on a exactement le même objectif. Nous, à l'hôpital, c'est que les gens, j'ai envie de dire, rentrent chez eux, et eux, c'est que les gens, une fois chez eux, restent chez eux et ne reviennent pas à l'hôpital ou n'aillent pas en soins de longue durée. Oui. Alors, les massages existent dans l'histoire depuis la nuit des temps. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans votre discipline? Ça s'est beaucoup modernisé? Ah oui. Déjà, autrefois... Vous avez le livre de Kessel, vous savez, les mains du... Voilà, le titre fameux du miracle. Ouais. C'est ça, c'est un médecin de médecine physique et de réadaptation pendant la Deuxième Guerre mondiale qui massait un haut dignitaire nazi et qui, en le massant, essayait de lui transmettre essayer de sauver un certain nombre de prisonniers, etc. Le massage étant là pour le relaxer. Et quand il était relaxé, il était beaucoup... Mais parlons de votre plus accessible. Vous êtes... le professeur Ranoux, il n'est pas devenu professeur de rééducation d'emblée. Vous êtes rhumatologue avant. Oui, à la base, je suis professeur de médecine. Oui, c'est une discipline qui est apparue à part entière il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est apparue... j'ai envie de dire non. Le début de la médecine physique et de l'adaptation, c'est la guerre 14. C'est les gueules cassées. C'est ça le début. La rhumatologie, la première chaire de rhumatologie Florent Coste, c'est 1950. Hein. Vous voyez ? Bon, après, c'est vrai qu'elle ne s'est pas organisée. Et elle est organisée depuis peu de temps, je dirais depuis une quarantaine d'années, à peu près 50 ans, pas plus. Les thérapies manuelles, elles sont arrivées quand, elles, un peu plus... Alors, les thérapies manuelles en France, celui qui a été celui qui a amené ça en France... Voilà, c'est mon collègue Meng qui était rhumatologue, lui, et puis après son fils... Vous savez comment il a inventé les manipulations? Non. Il était médecin d'une équipe de judo.
et il s'est dit qu'il fallait faire les mouvements à l'envers. Et il recréait le mouvement qui avait créé la douleur pour essayer de la diminuer. Mais vous partez pas en guerre contre les manipulateurs et autres. Pas du tout. Non, parce vous en avez dans votre service? Oui. Ouais. Jean-Yves Meigne, alors il vient de partir à la retraite, mais qui a été praticien hospitalier dans mon service pendant 40 ans. Oui, lui a fait beaucoup. Je ne sais pas s'il a été remplacé par une sommité équivalente à la sienne. Non. Les appareillages. Oui. Vous avez beaucoup progressé dans les prothèses, on a fait plein d'émissions, mais les orthèses aussi. Alors, les orthèses, exactement. Il y a les prothèses, les orthèses, et puis maintenant, le plus moderne, c'est les exosquelettes. Oui, on va y arriver. Alors, allons-y, les exosquelettes. Donc, les exosquelettes, aujourd'hui, vous savez, c'est utilisé, par exemple, en neurologie, chez les paraplégiques. On a des exosquelettes qui permettent de faire remarcher le patient, mais qui sont quand même des instruments très, très lourds. On ne va pas acheter sa baguette de pain en exosquelette. Mais il y en a d'autres, beaucoup plus simples. Mais il n'y a pas de limite à leur évolution, en fait, quand on regarde. Alors, en fait, la limite, c'est que c'est lourd et encombrant, j'ai envie de dire. Le jour où on arrivera à faire des choses... Avec le carbone et ça, vous devez pouvoir faire des choses. Alors, je pense que... Alors, c'est vraiment pas mon domaine de compétence. Et si vous rajoutez... je ne sais pas si c'est votre domaine de compétence aussi, l'intelligence artificielle bien sûr. Sur les exosquelettes, on doit pouvoir faire des choses. On doit pouvoir faire des choses. Bien évidemment. Vous utilisez des robots? Alors nous, non. Là, on est vraiment plus dans le domaine de la médecine physique et de l'adaptation neurologique, chez des gens qui sont très lourdement handicapés, tétraplégiques, voire plus, etc. Donc là, il y a toute une médecine, on va dire, qui utilise les robots. J'avoue que je ne suis pas le plus compétent. Est-ce que vous utilisez la réalité virtuelle et augmentée pour la rééducation, pour faire des stimulations d'environnement? Oui, nous on l'utilise, et on l'utilise surtout dans toute la pathologie douloureuse chronique et dans la pathologie chronique du rachis cervical, les douleurs du rachis cervical. C'est-à-dire chez des patients qui ont notamment des déficiences, on va dire, proprioceptives. En fin de compte, vous êtes en plein dans la médecine personnalisée, vous. Oui. C'est quelque chose de... Ah oui, c'est quand vous voyez un médicament, il n'y a rien de moins personnalisé que ça. Il y a juste la dose, on arrive à personnaliser. Mais c'est tout. Sinon, on vous donne le blister, c'est la même chose, tout est pareil. Et on l'adapte à votre poids, c'est tout. Vous devez avoir des centaines de protocoles qui dépendent de... Ah oui, on a beaucoup de décès thérapeutiques, notamment. Alors, qui c'est qui décide de ça? C'est vous? C'est l'ensemblier, le patron, qui dit on va faire ça, ça, ça et ça? Ah non, il y a beaucoup d'idées qui viennent aussi du terrain. Des rééducateurs, des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes qui vont nous dire... je pense à une chose, quand on avait fait un très gros... un essai thérapeutique vraiment très important, ça a duré des années, notamment dans la sclérodermie, sur la main sclérodermique, eh bien les ergothérapeutes ont été moteurs dans l'impulsion de cet essai thérapeutique parce qu'ils s'occupaient de la main des sclérodermiques. Donc non, c'est... Ouais. Votre service n'a pas pour but de conserver les gens à l'hôpital. Vous avez fait une émission où on descendait directement du bloc chez vous et puis on évacuait le plus vite possible. Exactement. Ça reste le but quand même. C'est le but. Mais alors, je veux le dire, parce que parfois il y a confusion, c'est absolument pas pour des raisons écorganiques. Il se trouve que... Ça doit pas déplaire à la direction de l'hôpital. Bien sûr, mais c'est surtout que quand les gens rentrent chez eux plus vite, ils vont mieux, plus rapidement, ils font moins de phlébite, ils font moins d'embolie pulmonaire, ils font moins d'infections, ils reprennent leur activité de loisirs ou professionnelle plus rapidement, ils dépriment moins, tout va mieux, quoi. Vous êtes donc obligé d'utiliser la télémédecine? Oui. Exactement. On l'a fait, pour nous en tout cas, nous c'est le Covid qui nous a... Ah oui. Donc on fait de la télé-rééducation. Voilà. Alors vous avez bien compris qu'il y a des boîtes qui font que ça. Je vous propose qu'on retrouve Virginie Fiemmery pour qu'elle justement vous évoque la télémédecine qui est sa principale mission.
Virginie, vous utilisez beaucoup la télémédecine, on l'a compris dans votre première intervention, et c'est votre principal moyen vers les patients? Oui, la télémédecine est ce dont on parle un peu moins, mais qui a une vraie efficacité dans l'accompagnement, surtout en post-hospitalisation et dans les stratégies de virage domiciliaire, c'est la télésanté également. Donc on combine les deux, c'est-à-dire on utilise le meilleur des nouvelles technologies, on crée des plateformes numériques qui permettent de l'accompagnement de nos bénéficiaires. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, on met aussi un petit peu d'humain. L'humain, c'est important, c'est notamment pour s'assurer de l'engagement de nos patients dans ces accompagnements, ces conduites de changement des comportements en santé et le soutien motivationnel dont on parle très très peu. Il y a quand même des contacts physiques. Par exemple, les kinés ne peuvent pas intervenir par téléconsultation? Alors vous avez raison. Nous, on assure la partie distancielle, donc par visio, par téléphone, en one-to-one ou en petit collectif. Par exemple, les ateliers d'éducation thérapeutique, c'est un petit groupe de 8 à 12 patients. Et ensuite, on ne se substitue pas, excusez-moi, au parcours de soins. Donc on oriente et on incite nos bénéficiaires à voir leur médecin traitant, à travailler avec les équipes de soins en proximité. Donc c'est plus de l'orientation vers des professionnels de terrain. Des kinés, par exemple. Et cette notion de distanciel, ça a été comparé avec le non distanciel? Est-ce qu'on a des résultats similaires? Oui, aujourd'hui, il y a de nombreuses publications scientifiques internationales, de plus en plus de méta-analyses très bien documentées qui montrent l'efficacité de ces approches en distanciel. Je vous donne un exemple, Jean-François. Sur les addictions, parfois, on a de meilleurs résultats à accompagner un patient addict au tabac, à l'alcool ou au cannabis en distanciel, parce qu'il n'y a pas le jugement, donc il se livre plus facilement que quand on est en visuel et en présentiel. Mais vous le voyez en distanciel ou c'est pas obligatoire? Au téléphone, non. Oui, mais pour certains accompagnements comme la réadaptation alimentaire, ça n'est pas nécessaire, le visuel. Oui, au téléphone, on pourrait imaginer qu'on peut faire aussi du visuel maintenant avec le téléphone. Alors, avec la visio. Oui. Donc, avec la visio, on voit les personnes. On ne peut pas corriger une posture quand on a une approche d'activité physique adaptée. Néanmoins, on peut... Mais est-ce que vous avez quelqu'un chez vous qui vérifie visuellement que le malade s'améliore? Alors ça, on le fait grâce à la collecte des données. C'est l'analyse de données, alors avec des dispositifs de business intelligence sur lesquels on s'appuie, qui va montrer la progression, l'atteinte des objectifs santé qu'on fixe, par exemple. Comment vous monitorez les données? D'abord, est-ce qu'il y a une confidentialité importante? Elle est absolument nécessaire. Elle est encadrée par le règlement européen de protection des données, à commencer par là. Elle est strictement nécessaire parce qu'on manipule au quotidien des données sensibles, des données de santé. Donc il faut que ça soit protégé dans un cadre de confidentialité, parce qu'on travaille aussi avec des professionnels de santé soumis au secret médical. Donc la collecte de données, elle n'est pas un sujet. Et on les traite de façon déclarative. Donc on adresse des questionnaires que remplissent nos utilisateurs lors des entretiens avec nos professionnels de santé, et on récupère de la donnée via les objets connectés, par exemple, pour ne citer que, ou parce qu'on récupère, je vais vous donner un exemple très précis, pour les patients qu'on accompagne sur les activités physiques adaptées, on récupère par les professionnels de terrain des bilans de conditions physiques qu'on exploite dans le cadre de nos suivis. C'est quoi la durée moyenne de vos interventions ? Alors c'est une bonne question. Je vais vous faire un peu une réponse de Normand. Elle varie selon la nature des accompagnements et des profils des bénéficiaires que nous accompagnons. Mais on va dire entre 3 mois jusqu'à 1 an. Ça, c'est la durée de l'intervention, mais la durée d'une mono-intervention, d'une consultation. La durée d'une consultation ou d'une téléconsultation, elle est d'environ 30 minutes, maximum 45 minutes, parce qu'après on a un décrochage de notre interlocuteur, de notre bénéficiaire, et puis parce qu'au bout de 40 minutes, on en a suffisamment assez pour transmettre les connaissances, les outils, les recommandations, pour qu'après, il puisse les appliquer dans son quotidien. Alors, vous m'avez dit que vous avez des gens très âgés qui bénéficient de vos interventions. Vous n'avez pas de problème technologique avec cette clientèle âgée ? Alors si, ça nécessite de les accompagner, de faire de l'assistance utilisateur en sus de nos accompagnements santé. Vous avez des techniciens qui... Alors on a des techniciens, puis on a aussi nos secrétaires médicales et tous nos professionnels de santé qui sont formés à l'utilisation de nos solutions technologiques. Donc je suppose que vous avez quand même rempli un vide important dans les
déserts médicaux où c'est pas facile de faire tout ce que vous savez faire par téléconsultation? Alors, avec modestie, je dirais plus exactement qu'on essaie de contribuer à notre façon à amener des solutions à des patients qui peuvent être en perte de chance parce qu'ils ne trouvent pas de professionnels de santé, parce qu'ils ne sont pas accessibles, par exemple, à des séjours en centre de réadaptation parce que c'est trop loin, parce qu'ils ont des incapacités, etc. On manque peut-être aujourd'hui un petit peu de reconnaissance et de financement de ces solutions-là pour vraiment bien les mettre en complémentarité au parcours de soins. Merci Virginie, on se retrouve un peu plus tard. Alors François Ranoux, je suppose qu'elle insistait sur deux choses qui étaient importantes, les gens âgés, et puis tout le monde n'habite pas à côté de l'hôpital Cochin, quoi. Exactement, donc je pense que c'est pour ça que des structures comme ça, bien organisées, à distance, avec, je trouve, un discours, parce que souvent, quand on a un nouveau système, on nous explique que ça va tout révolutionner. Elle le dit très bien, elle dit qu'il faut du temps. Il faut rester modeste, quoi. Il faut rester modeste, quoi. On va terminer par des questions plus... Enfin, sur l'avenir, sur un peu d'éthique. Il y a de la recherche dans votre domaine? Elle est active? En médecine physique et de réadaptation, oui, vous avez de la recherche qui est très, très vaste. Ça peut aller de la recherche, par exemple, en biomécanique, jusqu'à la recherche dans tout ce qui est cognitif, par exemple. Vous voyez, sur le langage, les troubles du langage... il y a tout un travail de recherche, aujourd'hui on en parle beaucoup, de faire remarcher les paraplégiques. Donc là où on est entre à la fois, on est dans ce qu'on appelle du bioengineering. Oui, non, il y a de la recherche. Et c'est une recherche c'est marrant parce qu'on le voit avec les internes. Les internes ne connaissent souvent pas très bien cette spécialité, mais ils y viennent de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de techno. Ils n'y rentrent pas spontanément, mais ils y viennent parce qu'ils se rendent compte que... Ouais, qu'elle est moderne, il y a de la techno, il y a de l'ingénierie, il y a de la biologie. Il y a des résultats en plus. Il y a des résultats. Il y a des résultats, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a le côté moderne que n'avait pas autrefois la rééducation rhumatologique. Ah non, on va dire, c'était quelque chose de... on était là juste pour essayer d'empêcher que le patient souffre. On allait voir, on les mettait au sous-sol en attendant que... c'était ça pendant très longtemps. C'était ça, en fait. Est-ce qu'il y a des pays plus en avance? On parle toujours des États-Unis qui... Alors, la MPR, il faut le dire, la MPR française est vraiment à la tête de la médecine physique et de réadaptation française, et en termes de niveau de recherche et en termes de qualité des soins... Devant les États-Unis? Oui, probablement. Alors, là où les États-Unis nous doublent, alors à plat de couture, c'est qu'aujourd'hui, dans tout grand centre hospitalier, universitaire ou non, vous avez un bâtiment de MPR. C'est obligatoire. Et ça vient, mais c'est dans leur culture, c'est des vétérans hospital, donc c'est très souvent... c'est venu parce que ils ont eu aussi des guerres. Mais pourtant, j'ai l'impression, pour avoir visité votre service, que vous êtes pas mal lotis. Nous, on est bien lotis, mais on a de la chance. On est à Cochin, et dans un certain nombre d'hôpitaux, on a la chance d'être bien lotis. Mais c'est sûr que... Si on voit le maillage français, tous les CHU ont un service comme vous? Non, pas tous. Non, vous n'en avez pas à l'hôpital Georges Pompidou, par exemple. Il n'y a pas Il n'y a pas de service de MPR. T'as raison. Financier ou manque de personnel? A priori, manque de vision de ceux qui l'ont construit. Vous aviez pendant longtemps une réputation d'être une médecine subalterne par rapport aux grands seigneurs, alors surtout dans des hôpitaux comme Cochin, les Cochinois. Que des huiles. Que des huiles. Ah bah oui. Et c'est plus le cas maintenant. Vous n'avez plus besoin de les convaincre, ou vous avez encore... Alors, si vous voulez, il y a une chose, on vieillit tous, vous le savez, même les huiles. Donc à un moment, elles ont besoin de vous. Et puis elles s'aperçoivent que vous savez finalement, c'est quand même utile. Mais vous devez être aidé quand même par la direction de l'hôpital. Vous nous avez dit que vous videz les livres. Oui, on est aidé par la direction de l'hôpital. Mais justement, quand on a vu tout à l'heure tout ce qu'il y avait en réadaptation possible, pneumo, neuro, pneumo, oncologie... Et cardio. On prend Cochin. Il n'y a que la rhumato qui a son service de réadaptation. Oui, parce que en fait, c'est comme la MPR à la Pitié avec la neuro. C'est historique. Que la neuro, et puis à Pompidou, ils vont faire que du cardio. Voilà.
Oui. Bah donc ça, oui, il y a quand même. Mais alors, il faudrait quoi? Il faudrait un immense service de MPR, comme vous dites. Moi, je pense que dans les grands, en tout cas dans les grands centres hospitaliers, qu'ils soient universitaires ou pas, oui, il faut. S'il y a bien un service qui est transversal, c'est celui-ci, et il doit y en avoir un avec à chaque fois des spécialistes en MPR cardio, onco. Etc. Ça doit bien être le cas de la Mayo Clinic aux États-Unis. Exactement. Hein, où il y a Exactement. de services. Pour finir, quelques questions éthiques. Comment vous pouvez garantir un accès équitable aux soins pour tous, indépendamment de la situation financière et géographique? Alors, je vais vous dire une chose. Je pense que quelle que soit la spécialité, pour moi, aujourd'hui, elle n'existe plus. Ah oui? Ah bah oui, il y a une inégalité qui est évidente. Ouais. Aujourd'hui, on le voit, nous, on le voit. C'est-à-dire que, oui, on n'est pas tous traités de la même manière. Alors, heureusement, j'ai envie de dire, pour les maladies où le pronostic vital est en jeu, on a, grâce notamment à Jacques Chirac le premier, toutes ces réunions de concertation régionale qui font qu'a priori, qu'on ait un cancer du sein à Pont-l'Abbé ou dans le 7e arrondissement, on est à peu près traité de la même manière. Mais par contre, pour le reste... Pour le reste, oui, ça reste très dépendant. Ça reste... Un médecin qui vous écoute, là, parce qu'il y en a, qui vont se dire, après tout, moi, j'ai pas dans mon coin, j'ai rien, il peut envoyer à Cochin ou comme ça Ah bah, on a des... Oui, bien sûr, on a des... Alors, on a la chance d'avoir des correspondants, et puis on a des staffs multidisciplinaires qui sont dédiés... Alors, on en a un qui est dédié, par exemple, aux membres supérieurs, donc à les problèmes de membres, les déficiences, avec toutes les maladies du membre supérieur. On en a un qui est dédié aux prothèses douloureuses. Parce que alors vous allez en plus maintenant, à l'intérieur de votre spécialité, vous spécialiser. Exactement. Ah oui. Mais on est dans un CHU, nous. Ouais. Vous voyez, je suppose que le rachis doit être nous, historiquement, on est connus pour ça, bien évidemment. La colonne vertébrale, c'est ce qu'on dit, on fait la colonne vertébrale de la naissance à la mort et du rachis cervical au rachis lombaire. Est-ce que vous avez vraiment vu les pronostics changer avec vos interventions? C'est-à-dire que dans le temps, entre un malade il y a 20 ans, dans le malade du rachis lombaire et aujourd'hui, est-ce que vous voyez des très grosses différences? Ah oui. La différence, si on prend le rachis lombaire, mais le rachis cervical aussi, et ça c'est bon, l'ancien patron qui a initié ça, le professeur Michel Revel, et après le Serge Poirot, c'est qu'on est capable aujourd'hui de phénotyper les patients. Ils ne sont pas tous dans le même sac, lombalgie chronique, point. Ils sont dans un sac, un plus petit sac, qui est plus précis, qui est le canal lombaire rétréci, la discopathie active, le syndrome adjacent ou jonctionnel, etc. Et où on a des traitements spécifiques. Oui, parce que c'est pas uniquement mettre un joli nom sur un diagnostic. Exactement. Non. Comme on fait les neurologues pendant des années. Voilà. C'est qu'on a des traitements à leur proposer. Et pas faire ce que je dis toujours, vous savez, ce concept nord-américain qu'on appelle le one size fits all. C'est-à-dire, il y a une réponse, on va dire, universelle à tous les problèmes. Quand il y a ça, on fait de la mauvaise médecine. Vous voyez, et c'est ce que font les charlatans. Les charlatans vont vous dire, c'est le fluide que j'ai. C'est une chose, c'est tout. Les autres vont dire, c'est le fluide vital qui passe dans la colonne vertébrale. Et ça explique tout. Quand on est dans ce domaine-là, on n'est plus du tout dans la science, on est dans l'anti-science et on est dans le charlatanisme. L'efficacité des traitements, c'est donc des gens comme vous qui devraient la donner. Oui, c'est notre métier, on est universitaire. Donc on fait des essais thérapeutiques. Moi, dans mon service, aujourd'hui, on a, je crois, 17 essais en cours. Vous voyez ? Pas uniquement médicamenteux. 95% non médicamenteux. Ah oui. Et vous avez vraiment changé les pratiques. Oui, on a fait changer. Je vais vous en donner une. On a changé les pratiques. Là, aujourd'hui, dans le monde, si vous avez une arthrose du pouce, une rhizarthrose, c'est vraiment de la médecine de base. C'est généraliste, c'est le primary care. Eh bien, le meilleur traitement, c'est l'orthèse d'ouverture de la première commissure. Toutes les recommandations mondiales vous le disent en première ligne, c'est ça. C'est nous qui avons fait la publication qu'on a publiée en 2007, je crois, dans Annals of Internist. Et vous trouvez que ça passe bien vers justement les confrères Oui, sauf que c'est long. C'est long. Ce qu'on appelle l'implémentation, en tout cas, c'est ce que disent les... C'est un peu long, je trouve.
Avec l'adoption croissante de la télémédecine, on vient de le voir, et les outils basés sur l'intelligence artificielle, vous allez avoir une collecte et un stockage de données qui deviennent cruciaux. Comment vous assurez la protection de la vie privée? Tout à l'heure, Virginie Fiermery en parlant en disant que c'était un de leurs problèmes. Et pour vous, avec tous les outils numériques Oui, alors nous, à l'hôpital, tout est quand même très, on va dire, encadré. J'ai pas le droit, moi, dans mon service, de dire tiens, on va utiliser telle appli au patient, on va lui donner ça, on va voir, puis on va l'appeler, machin. Non. Tout ça doit passer par les fourches codines d'un certain nombre de comités à la fois d'éthique, mais également au niveau de tout ce qui est numérique. Donc, théoriquement, le patient est protégé. Comment vous pouvez garantir que les patients ont la capacité de prendre des décisions éclairées concernant les traitements et que les technologies ne vont pas les éloigner de leur autonomie? Difficile comme question. J'ai le droit de poser de temps en temps des questions un peu difficiles. Mais elle est très intéressante, je suis d'accord avec vous. D'autant plus que vous savez comme moi, Jean-François, que ça va très vite. De la découverte à l'utilisation, c'est très rapide maintenant. Donc on a de moins en moins de recul. Donc c'est vrai que ça peut être un des problèmes. Comment vous pouvez garantir que les professionnels reçoivent une formation appropriée pour offrir les meilleurs soins possibles, ceux que vous savez qu'ils marchent? Cette formation médicale continue, vous y participez bien évidemment, mais il y a encore des efforts énormes à faire là? Je pense qu'il y a des efforts à faire, et notamment de nous, universitaires. Et vous n'avez pas l'impression que vous générez des surcoûts qui pourraient être répercutés aux patients avec toutes ces nouvelles techniques? Non, moi je ne pense pas. De remettre par exemple un patient de 45 ans qui a un problème locomoteur, de le remettre au bout d'un an qui a fait un AVC et qu'il puisse reprendre son activité professionnelle, ça n'a pas son activité professionnelle, sa vie personnelle, de loisirs, ça n'a pas de prix. Comment vous assurez la balance entre cette prise en charge individualisée que vous avez vantée et puis la nécessité de standardiser certains protocoles pour garantir qualité et sécurité, comme vous faites? Je pense que c'est vrai qu'il y a, par exemple, l'activité physique adaptée, typiquement, c'est quelque chose qui peut être relativement standardisé, vous voyez. La rééducation d'un kinésithérapeute analytique d'une main, c'est beaucoup moins standardisable. Mais comment on fait pour répondre à ça? Eh bien, on fait, dans nos essais thérapeutiques, on essaye de travailler, de faire de la recherche là-dessus, sur la standardisation. Est-ce qu'on peut la faire? Et si oui, est-ce qu'elle est meilleure? Parce qu'il y a des gens, vous savez, qui vous disent, mais attendez, en fait, vous savez pourquoi vous les améliorez, les patients? C'est parce que vous vous occupez d'eux, vous leur parlez, vous les écoutez, et c'est juste le caractère empathique. Alors c'est vrai qu'il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors c'est une médecine qui est très chronophage, parce qu'il faut quand même expliquer beaucoup de choses. Vous avez le temps, et les médecins ont le temps de faire ce boulot de... c'est sûr que nos consultations sont longues, très longues. Très longues, et moi, très longues, moi c'est à peu près entre 20 minutes et 30 minutes, ce qui est beaucoup pour un professeur de médecine de prendre 30 minutes, entre 20 et 30 minutes. Mais je le vois, pour les patients, c'est aussi c'est très utile, parce qu'aujourd'hui, avec la technicité de la médecine, honnêtement, il suffit de regarder 4 biomarqueurs, machin, bonjour, au revoir madame. Nous, c'est par rapport aux autres disciplines, voilà. Nous, on est connus pour ça. On examine les patients. Vous avez la chance d'être dans un hôpital où on vous laisse prendre ce temps-là, non? Oui. Parce que c'est vrai que... C'est sûr. En rhumatologie, la première plainte de l'extérieur, c'est le manque de temps de l'examen. L'examen clinique, il y a de moins en moins... Alors qu'il était avant, les rhumatologues, en rhumato, l'examen clinique était fondamental. Alors que maintenant, c'est plutôt l'IRM qui est demandé systématiquement. Oui, c'est les marqueurs, quelques biomarqueurs, et puis la réussite du traitement. Mais c'est aussi lié au fait qu'aujourd'hui, en rhumato, par exemple, vous avez un certain nombre de médicaments, de biothérapie qui ont des effets qui sont spectaculaires. Donc, c'est Maxime Dougados qui disait ça. À un moment, il nous expliquait ça quand on était jeune interne, il nous disait, vous savez, là, on a besoin de biomarqueurs, de faire remplir des trucs aux patients, comme racontait ma collègue, là, on leur demande, on leur pose des questions, mais quand vous avez un traitement ultra efficace, tout ça c'est fini. Ouais, bien sûr. C'est fini, on n'a plus besoin. Quand on en est
encore là, c'est qu'on a encore des traitements qui sont... Merci de plus citer, efficace. Merci de citer Maxime Nougalos, parce que c'est vrai que la rhumatologie française était faite de plein de grands noms et c'en est un. Mais ça ne me rajeunit pas, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions avec lui. Exactement. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas pleuré l'argent encore. Vous n'avez pas dit que vous manquez de moyens dans votre discipline. Je vais vous dire, je serai malhonnête. Pourquoi ? Il y a 10 ans, oui, j'aurais pleuré. Aujourd'hui, en tout cas, on a de plus en plus de visibilité. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand vous vous retrouviez dans une shortlist avec 4 projets de recherche, et on n'en prend que 2, il y en a un sur une maladie cardiaque mortelle, une autre une maladie infantile terrifiante, et l'autre un cancer terrifiant, et vous arrivez en disant moi je vais m'occuper des gens qui ont un problème de déambulation lié à une arthrose des membres inférieurs, par exemple. On nous disait plus maintenant. Notamment, il y a une raison qui est simple, c'est que c'est des pathologies qui coûtent très cher. L'appareil locomoteur, c'est la première cause d'accident du travail, c'est la première cause d'arrêt de travail, ça coûte cher, c'est en milliards d'euros. En tous les cas, vous allez faire plaisir à un de nos prochains invités de notre émission La Santé en question, émission politique, qui va être Nicolas Revel, votre patron. C'est mon patron. Et vous m'avez dit que vous êtes un des rares dont j'ai entendu de dire que, en fin de compte, en ce moment, l'hôpital va un peu mieux. Ah oui, non, il y a un moment, Dieu sait si on a pu dire que l'hôpital allait moins bien. Ouais. Aujourd'hui, clairement, ça va mieux. Je dis pas que c'est la panacée, mais on a l'impression qu'on a quitté ce fond, cette espèce de marigot là qui était. Et voilà, et ça se passe. En tout cas, à la paix, moi je le connais, mon directeur général, je le connais pas, c'est pas un ami, je l'ai jamais rencontré une fois, mais comme ça, dans une grande réunion, je sais pas, j'ai l'impression que, en tout cas, ça se passe bien. Et on lui fera écouter votre avec une humanité qui est certaine. On lui fera écouter votre témoignage. On arrive à la fin de cette émission, le temps de conclure. Mais d'abord, on va écouter Virginie Femry. La conclusion serait la suivante, c'est il faut poursuivre les dispositifs de financement de ces solutions de télésanté ou de télémédecine, peut-être rationaliser les solutions, parce qu'aujourd'hui on a des solutions pour tout, pour toutes les pathologies, pour toutes les problématiques de santé, on en a tellement qu'on se disperse et c'est coûteux. Et puis il faut aussi poursuivre les efforts de justification des résultats, de l'efficacité de ces solutions-là pour la santé de nos bénéficiaires et patients. Et j'ai retenu un peu la même conclusion pour vous. Quand on réfléchit à l'évolution de votre spécialité, et je vous connais depuis longtemps, c'est un plus énorme pour les patients par rapport à d'autres spécialités, non ? Ils aiment notre spécialité. Ouais. Ça, ils l'aiment. Pourquoi ? Parce que, sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est vraiment dans l'humain, on s'occupe d'eux. Moi, mes patients, je leur demande des choses relativement intimes, puisque j'essaye de savoir quelle est leur écologie, dans quel monde ils vivent, en fait. Pour pouvoir les réadapter, il faut savoir dans quel monde ils vivent. Et donc, ça crée inévitablement avec le patient, ça crée un lien. Et je pense que les patients sont sensibles à ça. Et ça, c'est le début de l'amélioration. Et les autres spécialités ne sont pas jalouses de cette... Ah non, parce que les autres spécialités, souvent, les spécialités d'organes nous regardent de haut en disant qu'est-ce que c'est que c'est... Oui, bon, c'est pas... Vous voyez, c'est pas très spectaculaire. Ouais. Alors, moi, quand j'ai commencé la rhumato, je faisais du lupus, j'adorais ça, j'adorais l'inflammatoire, etc. Puis j'ai découvert cette spécialité en milieu d'internat, et là je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Vous avez 1 minute pour conclure et nous dire ce que vous souhaitez. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait de plus en plus de jeunes médecins qui s'intéressent à cette spécialité. Je souhaite que cette spécialité se développe de plus en plus, pas que dans les centres hospitaliers universitaires, mais également dans les centres hospitaliers généraux, qu'il y ait un maillage public-privé qui soit peut-être plus important, et qu'on aille même jusqu'à une pratique qui puisse être une pratique de ville, comme on vient de le voir. Et je pense que ce qu'on a vu avec ma collègue infirmière là, qui coordonne... Elle n'est pas infirmière, mais elle est, c'est la patronne, Virginie Femry. Oui. Voilà, et qui organise tout ce cadrage. Ce que je trouve bien, c'est que tous les acteurs sont là. Très bien. Et aujourd'hui, les acteurs, tous là, à l'hôpital, l'hôpital, c'est des silos, vous voyez. Et moi, ma médecine, c'est plutôt
c'est une médecine anti-silo. Appel aux autres internes. Il y a de l'avenir dans cette spécialité. Merci à vous deux, merci à vous qui êtes toujours aussi nombreux à visionner ces émissions. On se retrouve très vite pour un nouveau Jeudi des professions de santé. En attendant, portez-vous bien.